État des lieux sur la prévention, c'est le thème de cette table ronde. Qu'est-ce que la prévention? Que font les établissements en termes de prévention? Et nous avons réuni à cette table ronde donc plusieurs intervenants dans des qualités différentes. Un directeur d'ARS, un représentant de l'URPS, un responsable de la société, puis un représentant d'établissement. Peut-être qu'on pourrait, dans un premier temps, donner la parole à M. Coiplet. Vous êtes directeur de l'ARS des Pays de Loire. Nous sommes intéressés par connaître les modalités d'application d'une politique de santé publique par l'ARS. Quels en sont les ressorts? Quels en sont les attendus? Quels sont les indicateurs que vous mettez en place? Comment vous accordez-vous avec les grands plans nationaux de santé et quels sont les relais que vous avez avec la population, leurs représentants et les établissements? J'espère que vous m'entendez, ou sinon je prends le... Pas très bien. J'espère que... Bon, je pense qu'avec le micro, ça sera mieux. C'est d'abord se mettre d'accord avec les grands enjeux et principes qui ont été brillamment décrits par le professeur Chauvin. Tout d'abord, c'est de considérer que la prévention n'est pas un objet lointain au bout du couloir d'un établissement ou une action qu'on pratique lorsque on y pense. Mais c'est vraiment considérer la prévention comme intégrée au parcours de santé et de vie. Donc je dis bien parcours de santé et de vie, hein, et pas seulement le parcours de santé, dans une approche qui soit la plus possible systémique, transversale et territoriale. Chaque agence régionale de la santé, et c'est vrai pour les Pays de la Loire, ont élaboré, la plupart du temps co-construit avec leurs partenaires, des projets régionaux de santé. En Pays de la Loire, on a élaboré un livret qui s'appelle « La prévention et la promotion de la santé dans le projet régional de santé ». Mais ce n'est pas une action qui serait isolée de l'ensemble des autres déterminants de santé. C'est pleinement intégré, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous considérons que la prévention, elle est prioritaire et elle est dans cette approche d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les besoins de santé de la population en ayant une attention particulière pour notamment les populations les plus précaires. Et c'est aussi considéré, et j'en échangeais tout à l'heure avec le professeur Chauvin, c'est pas forcément une évidence, y compris dans certaines ARS, que de dire très clairement que 80% de nos déterminants de santé, et ça a été très bien dit, hein, qui sont avant tout environnementaux, comportementaux, sociaux, génétiques, 80% de ces déterminants de santé sont étrangers, si je puis dire, à l'organisation même de nos structures de santé. Et donc notre action doit être bien dans cette approche systémique. Et la prévention y contribue totalement, y compris dans sa définition, dans la mesure où des premiers concepts qui sont apparus d'une prévention primaire, secondaire, tertiaire, ce concept est très certainement dépassé parce qu'il tournait beaucoup autour de l'absence de maladie ou comment prévenir les risques liés aux maladies, alors qu'aujourd'hui, ça a été très bien dit, il faut qu'on rapproche le care, le prendre soin et le cure pour que demain, ça ne soit que le prendre soin qui l'emporte. À tel point d'ailleurs que les agences régionales de la santé devraient presque désormais s'appeler, pour autant qu'on y arrive, et après je reviendrai sur ce virage préventif qui est amorcé mais qui n'est pas complètement encore atteint, des agences régionales de promotion de la santé, au sens où, avec chacune et chacun d'entre vous, et notamment les établissements de santé, nous essayons de porter cette notion du prendre soin dont la prévention fait partie. Alors, et je reprendrai d'ailleurs volontiers une phrase de Confucius, il y a presque 5 siècles avant Jésus-Christ, qui disait, et sans que ça soit culpabilisant par rapport à nos pratiques, le piètre médecin, c'est celui qui soigne la maladie,
le médecin moyen, c'est celui qui soigne le malade, et le grand médecin, c'est celui qui soigne la société. Et donc, la prévention, eh bien, finalement, elle contribue à essayer d'apporter cette réponse systémique. Alors, très concrètement, et puis après on pourra y revenir, en Pays de la Loire notamment, on essaie d'instiller la prévention sous différentes formes. La première, c'est un engagement très fort avec l'ensemble des établissements de santé, puisque notamment dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens que l'ARS mène avec les établissements de santé, c'est qu'il y ait au moins des actions de prévention dans les missions de l'établissement. Et donc on contractualise autour de la prévention des addictions, de la vie affective et sexuelle, des problématiques de périnatalité, de vaccination. Deuxièmement, essayer de faire en sorte que dans les projets médico-soignants partagés, portés par les GHT, la prévention soit de mise. Il faut reconnaître que les premiers PMP ou PMSP n'avaient pas toujours très clairement affirmé la prévention comme un axe important. C'est d'accompagner, comme beaucoup de régions le font maintenant, les hôpitaux promoteurs de santé pour les agents, mais aussi pour le territoire. Et c'est aussi, j'y reviendrai, travailler sur l'attractivité, la formation de toutes celles et tous ceux qui sont acteurs de la santé publique et de la prévention. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits, que la prévention aujourd'hui brillamment portée par les établissements de santé reste encore trop souvent sous forme de projet, et donc pas intégrée en tant que telle, y compris en termes de financement. On s'aperçoit aujourd'hui que la prévention qui renvoie à un modèle différent de santé publique implique aujourd'hui une dimension un peu différente qui devient une dimension territoriale. Et je pense aujourd'hui que oui, l'hôpital doit être un acteur de prévention, il est un contributeur de la prévention. Il faut qu'il soit, à mon avis, complémentaire et subsidiaire. Complémentaire, ça veut dire qu'il doit être dans son territoire un acteur parmi d'autres. Il y a également les acteurs du premier recours, il y a les associations spécialisées, il y a les collectivités locales, il y a les acteurs du médico-social, il y a les usagers en tant que tels. Et subsidiaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire à la place. Sauf qu'en effet, dans certains territoires, et peut-être que ça préfigure ce que nous connaîtrons demain, en raison de la démographie médicale souvent, l'hôpital, notamment les hôpitaux de proximité, seront des acteurs majeurs de prévention au sens d'un nouveau métier. Et enfin, j'en terminerai, mais je reviendrai sur certains points. Ce virage, il est amorcé, mais il me semble qu'il n'est pas tout à fait accompli aujourd'hui. Et quand bien même c'est une priorité majeure de la stratégie nationale de santé et des projets régionaux de santé, et on a vraiment basculé depuis quelques années et depuis peu sur ce virage préventif. Il reste de mon point de vue encore une étape à faire. La première, c'est très certainement le financement. Si demain nous avons un financement forfaitaire, populationnel, territorial, partagé entre tous les acteurs, qui intègre la prévention, alors là, effectivement, on aura déjà un élément majeur de rapprochement entre le prendre soin et le soin tout simplement. D'ailleurs, aujourd'hui, à travers l'article 51, il y a beaucoup de projets qui visent à décloisonner ces financements, premier point. Deuxièmement, il y a l'enjeu fondamental de la formation initiale et continue. Nous mettons collectivement beaucoup d'espoir dans le service sanitaire qui, pour les étudiants de santé désormais, leur fait percevoir que le temps consacré, même si c'est que 3 mois à la prévention, il est au même rang que la formation clinique. Et j'en termine juste sur 3 derniers points pour amorcer ce virage ambulatoire. C'est très certainement l'innovation, la recherche, et puis se mettre en position d'une médecine qui va évoluer fondamentalement, notamment sur la prédiction, ou peut-être faut-il s'interroger d'ores et déjà si la prédiction ne va pas demain anticiper la prévention. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Maurice Bensoussan, qui est président de
de l'URPS d'Occitanie. C'est vrai que la prévention, c'est une course de fond. Elle doit s'envisager dans le temps. Et les établissements de santé ont pour inconvénient là-dessus de voir les patients de façon ponctuelle à un certain moment de leur parcours. Mais c'est une réalité. En revanche, les acteurs de ville, les acteurs du premier recours peuvent avoir une action beaucoup plus prolongée, beaucoup plus chronique, j'allais dire, ou chronicisée. Je laisse la parole à Maurice Bensoussan en lui demandant donc comment le premier recours, comment la médecine de ville peut intervenir et doit intervenir à son sens dans cette action de prévention, et puis son appréciation aussi sur les CPTS qui sont en cours de formation et au premier rang desquels il est. Tout à fait. Merci beaucoup, François Chollet. Merci beaucoup de cette invitation et de ma participation à ces échanges avec la Fédération Hospitalisation de France. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Avant de démarrer, on va démarrer par les CPTS parce que ça me paraît très difficile de ne pas en parler. Voilà, est-ce que la médecine de ville est simplement du premier recours? C'est une autre question qu'il faudra peut-être aborder, mais enfin, c'est peut-être pas l'objet, quoi qu'on pourra en discuter. Peut-être juste un petit rappel sur les communautés professionnelles territoriales de santé, parce que c'est en effet essentiel, comme ça vient d'être dit. Et pour bien préciser, autour des missions socles, qui sont bien connues, autour de l'amélioration de l'accès aux soins, c'est-à-dire que dans une responsabilité populationnelle, ça a été brillamment exposé tout à l'heure, et c'est ces choses-là qui changent totalement, c'est-à-dire qu'on va demander à des professionnels libéraux de s'engager non pas autour de patients, d'usagers éventuellement, mais autour d'une population et d'enjeux de population, ce qui est vraiment quelque chose qui peut-être même d'ailleurs élimine, enfin on ne va pas débattre de ça, la notion du libéral, mais on est aux confins de changements beaucoup plus profonds. Donc on est là vraiment sur des enjeux populationnels, et il ne faut pas s'y tromper autour des CPTS. Et bien sûr, elles sont centrées sur la place du médecin et du médecin traitant, puisque le législateur a voulu que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, ce qui n'est pas acquis. Alors à la fois, bien sûr, pour certaines ne le souhaitent pas, d'autres en tous les cas n'y arrivent pas, et on arrive aujourd'hui et indépendamment des territoires, à des problèmes comme ça. Et ensuite, cette nouvelle spécialité médicale qui est apparue, qui sont les soins non programmés, qui émergent comme ça, d'errements de système. Il y en a une obligation de s'organiser pour cette notion de soins non programmés, dont elle voit qu'elle symbolise aussi des ruptures générationnelles ou des coupures comme ça. Le deuxième axe est aussi très connu, qui est sur la question des parcours et de la pluriprofessionnalité. Donc, ce n'est pas seulement l'accès premier, second recours, c'est là où je disais la place de la ville dans le second recours, enfin premier, second recours, mais la question de la pluriprofessionnalité, c'est-à-dire le fait de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé. Et des conventions qui ont été signées en première intention en Occitanie, mais aussi maintenant dans d'autres régions avec les agences, associent l'ensemble des URPS à l'agence régionale, bien évidemment, et aux caisses primaires d'assurance maladie pour constituer ces CPTS. D'autres régions suivent d'autres voies de constitution, mais en tous les cas, cette voie partenariale est intéressante à suivre. On est au tout début, il n'y a pas d'évaluation, mais il y a en tous les cas un process qui se met en place. Et surtout, dans le troisième socle, et ça nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, il est clairement prévu les actions territoriales de prévention. Donc on est en plein dans la continuité de ce que le professeur Chauvin a brillamment exposé tout à l'heure et qui est très clair. On est sur ces enjeux-là. Et les CPTS, demain, ont cette mission de développer des actions territoriales de prévention. Il y a d'autres missions complémentaires des CPTS qui font partie de l'accord cadre interprofessionnel signé avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, développement, qualité, pertinence des soins, accompagnement des professionnels sur le territoire, ça on voit d'autres choses, mais on est vraiment sur des enjeux territoriaux. Et je crois que cet élément-là des CPTS est essentiel à rappeler. Pour le focus sur les actions territoriales de prévention, c'est vraiment cette déclinaison à l'échelle territoriale de la stratégie nationale de santé, des politiques nationales de santé publique et de prévention dans la pluridisciplinarité. En même temps, on voit comment aujourd'hui les programmes de formation financés par le Haut Conseil du développement professionnel continu
intègre des aspects de pluriprofessionnalité. C'est-à-dire que la moitié des budgets sont fléchés de la NDPC, sont fléchés sur les actions de formation pluriprofessionnelle et non plus seulement monoprofessionnelle. Donc on est dans une cohérence que l'on sent bien se dessiner à l'échelle nationale, en tout cas des organisations. Et bien évidemment, il y a toute une place qui va être donnée au niveau de chaque territoire sur des initiatives du territoire pour la prévention, l'éducation à la santé, en fonction des caractéristiques populationnelles de ce territoire. Donc c'est vraiment des éléments très structurants qui sont posés là. Les exemples d'action, ça a été dit, bien évidemment, la vaccination, le relais des recommandations sanitaires que l'agence ou les autorités sanitaires vont diffuser, la diffusion également de recommandations qui existent lors des situations de canicule, de pollution, de risques infectieux, ça a été évoqué tout à l'heure. Et on voit que les champs sont importants, les addictions, la iatrogénie, les personnes âgées, les aspects de désinsertion professionnelle, l'obésité et la thématique aujourd'hui des violences intrafamiliales sur les femmes, les enfants, tout ce qui est en train de se développer. Tout ça fera partie du champ d'intervention des CPTS et des contrats qu'ils pourront signer avec les agences pour développer des actions spécifiques au niveau de la ville par rapport à ces actions de prévention. Les liens avec les SRA, bien évidemment, sont appelés, et avec la question des réseaux, et en particulier des réseaux sentinelles. Juste un petit focus sur ces données de santé, mais ça a été beaucoup mieux détaillé tout à l'heure. Donc, c'est clair que en question d'espérance de vie, donc on voit qu'on a des marges d'amélioration. Simplement, les données assez récentes publiées par l'OCDE montrent bien que ces questions-là sont importantes et qu'il y a un petit fléchissement de la progression de l'espérance de vie pour la France par rapport aux autres pays de l'OCDE. Les dépenses de santé sont appelées à être augmentées, même s'il y a une relative stabilité aujourd'hui. Donc on va vers une augmentation. Donc on est sur cette notion de soutenabilité qui a été évoquée tout à l'heure. Et bien évidemment, on sait qu'il y a, et de nombreux économistes le développent, des marges extrêmement importantes d'amélioration en efficience du système de santé si on arrivait à avoir un recours approprié aux soins en développant des actions de prévention. Donc ce sont des pistes sans aucun doute essentielles à développer. Comment est-ce qu'on peut, pour revenir à la médecine de ville que je représente un petit peu là, mais comment on peut accentuer les efforts de prévention et de promotion en s'appuyant sur la médecine de ville? Deux exemples. La vaccination, bien évidemment. L'incidence du nombre de patients plus âgés de 65 ans vaccinés, par exemple, contre la grippe, et leur admission à l'hôpital va être directe. Donc, un travail comme ça, dans cette dimension, semble essentiel et se passe de commentaires. Par rapport au diabète, même si la prévalence du diabète est beaucoup moins importante, mais néanmoins, par rapport aux autres pays de l'OCDE, on s'aperçoit qu'en France, on a un taux un peu plus important d'admission hospitalière évitable sur le diabète. Monsieur Raymond, il connaît bien la question, on va pouvoir en dire un mot. Là aussi, on imagine qu'il y a des pistes d'amélioration évidentes si on arrivait à inciter la ville à prendre en charge la prévention sur ces thématiques. Bien évidemment, tout ça ne va pas se faire sans synergie, donc c'est peut-être un terme facile qui est partagé par tout le monde. Sur le terrain, c'est moins évident de travailler les synergies. Ça ne procède pas de choses forcément naturelles, et chacun a tendance à rester dans son camp et à imaginer que les difficultés qu'il rencontre sont liées au camp voisin qui va dire la même chose. Donc on est dans quelque chose qui est une spirale que l'on connaît très bien. Donc il y a des décès prématurés qui sont évitables, bien sûr avec des actions de prévention, donc une prévention d'essais directement. Les exemples d'actions pour voir comment la ville pourrait venir participer à soulager les hôpitaux ou à travailler avec les hôpitaux. Il ne s'agit pas de faire des propositions compétitives, notamment sur le tabac. On voit bien qu'en France, on a des marges d'amélioration par rapport aux autres pays de l'OCDE, et que sur les statistiques de mortalité prématurée liées au tabac, il y a encore 21 000 décès qui sont en rapport avec cet usage, avec cette toxicomanie. Voilà. Et la prévention aura besoin de la synergie de l'ensemble des acteurs sur des thèmes de cette importance. L'alcool, je crois que c'est les mêmes constatations, et dans ces constats-là, la France est encore assez mal classée par rapport à la moyenne des pays. Brièvement, donc pour conclure, les idées reçues. L'exercice libéral est antinomique d'action de santé publique, donc c'est pas si vieux.
C'est peut-être encore actuel pour certains. Les libéraux, les médecins libéraux, même les médecins libéraux sont les secondes mains et non pas du tout des concepteurs possibles d'actions de santé publique. Des évolutions existent très clairement. On parlait du Haut Conseil de l'assurance maladie, des négociations conventionnelles. Il y a plusieurs années maintenant, ça fait 2 conventions. Ça a été aussi non consensuel chez les médecins libéraux. Mais il y a la ROSP, c'est-à-dire c'est la rémunération sur objectif de santé publique. Donc une partie de moins en moins négligeable des revenus des médecins libéraux, pour certains exercices médicaux, il n'y en a pas beaucoup, les généralistes, les endocrinologues aujourd'hui, les gastro-entérologues de mémoire, mais c'est assez peu, sont intéressés par ces rémunérations, mais la rémunération va être liée à l'atteinte d'objectifs de santé publique dans la pratique de médecins libéraux. Donc ça n'est pas récent, c'est antérieur à la gouvernance actuelle de la santé, qui accentue les choses. Santé publique France, on en a parlé, a intégré dans ces instances le Collège de la médecine générale. C'est aussi une évolution qu'il est important de souligner. Et bien évidemment, les CPTS, dont on pourra discuter, parce que je pense que c'est vraiment essentiel, vont être le lieu de tous les possibles en matière sans aucun doute, de levier organisationnel. Projet de santé et de prévention, dépistage, campagne tabac, alcool, etc. Voilà, avec une possibilité d'associer d'emblée les médecins libéraux dans ces organisations nouvelles. Alors, ça a été aussi esquissé tout à l'heure, sans aucun doute qu'il va falloir soutenir la médecine de ville dans cet effort vers la prévention et voir qu'également ça pourrait aider à soulager, on parlait des urgences ou d'autres systèmes, la situation de l'hôpital dans cet investissement-là sur des leviers d'amélioration des pratiques de la médecine de ville sur ce champ. Et bien évidemment, nous avons de grandes marges d'amélioration en termes de prévention dans le pays. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de cet exposé en particulier et puis l'implication, la volonté d'implication clairement exprimée de la médecine de ville que tu viens de faire. Je me tourne vers Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Je vais lui laisser la parole en lui disant la conviction de FHF Prévention de l'importance du milieu associatif dans ce domaine, l'importance des associations de patients, l'importance des associations d'usagers, dans un sens plus large. Je crois que s'il y a un élément un peu nouveau et qui s'affirme au cours de ces 10 ou 15 dernières années, c'est ça, cette présence-là. Alors il a laissé le diabète un peu, maintenant, pour prendre des responsabilités plus larges et plus grandes. Donc je lui laisse la parole en lui demandant comment il voit l'avenir et la place du milieu associatif au sein des autres acteurs en matière de prévention. Merci pour cette invitation qui me fait plaisir. Et puis, voilà, ça me fait plaisir aussi parce que je retrouve quelques figures que j'ai plus l'habitude de voir, des figures toulousaines et occitanes que je rencontre un peu moins souvent maintenant que je suis à Paris. Vous voyez à mon accent que nous venons tous du même endroit pratiquement. Le sujet est extrêmement capital. Non, moi non, je fais en sorte de rester toujours avec cet accent-là. Bon, on va revenir au sujet qui me paraît être extrêmement important et le professeur Chauvin a placé exactement tous les enjeux et toute notre difficulté. C'est de passer d'un système de soins à un système de santé avec les mêmes acteurs et les acteurs qui ont été formés pour soigner et pas forcément pour faire de la santé. Donc on voit bien la difficulté aujourd'hui qui entraîne, et c'est structurel, mais aussi économique et aussi intellectuel. J'ai l'habitude de dire, depuis quelque temps, oui, mes propos en vous annonçant une bonne nouvelle, pour certains, un peu moins bonne pour d'autres, c'est que l'invention ou l'innovation ou qui s'est passé au début de ce 21e siècle, le plus important, c'est pas le séquençage du génome, c'est pas le numérique, c'est la découverte du patient. On a découvert les patients. Et donc, et puis des patients qui individuellement, évidemment, veulent participer à leur traitement, veulent être des acteurs personnels, on parle patient expert, on parle d'expérience patient, et puis aussi collectivement. Collectivement, ces patients, c'est terrible, vous vous rendez compte, ils se sont réunis entre eux en communauté et ils veulent effectivement peser sur les politiques de santé, etc. Et c'est vraiment une
une véritable révolution. Donc, donc, face à cet enjeu majeur que nous avons de passer d'un système de soins à un système de santé, ce nouvel acteur qui est le patient, que sont les associations de patients, veulent aussi apporter leur expérience, veulent aussi apporter leur contribution à une réflexion sur cette transformation de notre système de santé. Et donc, quand on envisageait tout à l'heure de dire, mais est-ce que c'est les acteurs traditionnels, canaux historiques, qui doivent du soin passer à la santé, on a peut-être aujourd'hui des nouveaux acteurs. Certes, qu'il faut former, qu'il faut éduquer et organiser, mais qui peuvent eux aussi être de véritables acteurs de la santé, puisqu'ils connaissent parfaitement bien les pathologies ou tout au moins les situations aujourd'hui environnementales, des facteurs environnementaux ou sociaux. Et donc, cette affaire-là de notre système de soins qui doit passer à un système de santé, c'est bien l'affaire de tous. C'est bien l'affaire de tous. Et la difficulté que nous rencontrons, c'est bien comment on peut mettre tous ces gens-là, avec leurs cultures différentes et leurs problématiques quotidiennes, on va parler de corporatisme, mais voilà, autour d'une table pour véritablement réfléchir ensemble comment nous pouvons progresser et avancer sur cette volonté de faire de la prévention, de l'éducation à la santé, un véritable système de santé. D'ailleurs, vous disiez qu'il fallait transformer certains titres, et je pense que, y compris, l'assurance maladie devrait devenir une assurance santé. Voilà, puisque c'est l'ancienne aussi dans de la prévention à la santé, et qu'elle a un rôle important à la prévention de la santé. Donc, il y a quelque temps que j'ai dit ça à Nicolas Revel, tu devrais transformer la CNAM en assurance santé au lieu d'assurance maladie. Donc on voit bien la crispation que nous avons là aujourd'hui. Et encore une fois de plus, une santé, on a parlé de responsabilité populationnelle, bien entendu, avec une mission pour l'ensemble des acteurs de santé publique de territoire, donc une mission de santé publique, qui va au-delà donc de la mission de soins. Et donc, comment pouvons-nous aujourd'hui véritablement nous approprier des observatoires de l'état de santé de notre population? Ça, je pense que ça manque aussi, essentiellement. Et donc, aussi, ces outils-là, l'outil du numérique, l'outil des bases de données, cette transformation numérique, devrait nous permettre de pouvoir avoir un observatoire de l'état de santé territorial qui effectivement peuvent nous engager sur des actions de prévention en réponse aux attentes et aux besoins, surtout aux besoins d'une population donnée. Donc, me semble-t-il, ce qui est important aujourd'hui, c'est véritablement de comprendre que nous avons là un enjeu majeur et que c'est ensemble que nous allons le relever, faisant fi de tout ce qui est aujourd'hui des difficultés organisationnelles, y compris économiques. Ça, c'est la première des choses, me semble-t-il, c'est de se mettre autour de la table. Et quand vous parlez des CPTS, nous avons été très favorables à la création des CPTS, à la petite condition, c'est que nous aussi, nous participions effectivement non pas à la gestion des 30 000 euros au conseil d'administration du CPTS, soyons clairs, mais bien plus à l'élaboration du projet médical ou du projet de santé publique que vous allez mettre en place région par région. Parce que c'est quand même la compétence des citoyens à participer à cela et non pas à gérer les 30 000 euros, savoir s'il faut une assistante ou une secrétaire personnellement, c'est pas notre sujet. Donc, on voit bien que tout le monde autour de la table. Et là, le deuxième axe qui me paraît important, c'est effectivement d'avancer très vite sur les bases de données, le numérique, Santé publique France, mais bien d'autres, doivent nous permettre de pouvoir avoir des études sociologiques et des études de grande ampleur sur l'état de santé de notre population.
parce qu'il y a urgence aujourd'hui, effectivement, avec tous les déterminants environnementaux et autres, de pouvoir apporter une réponse à ces besoins qui sont devant nous. Et on ne les apportera que si nous avons de vraies études scientifiques, vraiment bien menées. Et donc, pour ce que je représente aujourd'hui, association d'usagers de la santé, avec quand même une casquette encore, Fédération française diabétique, vous comprenez bien qu'on ne peut pas se défaire de son diabète aussi rapidement que ça. Je pense que les associations de patients ou d'usagers de la santé sont aujourd'hui une nouvelle force, j'allais dire une chance, pour pouvoir franchir ces obstacles-là, qui sont les obstacles normaux d'une transformation et d'un changement radical de notre système de soins à un système de santé. Et donc, soyez assurés, malgré les revendications et les positionnements des uns et des autres, que dans notre vision aujourd'hui et demain de notre système de santé, les citoyens usagers de la santé veulent prendre une part, leur part, toute leur part, et que c'est ensemble que nous arriverons à le transformer. La prévention, l'éducation à la santé étant quand même aujourd'hui beaucoup plus importante que le soin en proprement dit, vous l'avez dit, ce n'est que 20%. Dernier point, la place de l'hôpital. Évidemment, on voit bien cette actualité. La place de l'hôpital, mais il faut qu'elle rentre au plus près aussi de son territoire. Ça ne peut pas être un pôle technique au-dessus, ce n'est pas une tour d'ivoire. Je crois que l'hôpital ou l'établissement de soins, quelle que soit son appellation, a une part aussi importante à prendre sur la prévention de la population dont il a la responsabilité ou le rayon. Donc, comment nous pouvons travailler, encore une fois de plus, ensemble avec les... Alors, je suis d'accord avec vous. Quand on parle le premier recours, on a le second recours aussi libéral, parce qu'effectivement, il y a du second recours libéral, mais envelopper le premier et le deuxième recours libéral, comment faire sortir l'hôpital de ses murs pour qu'il soit aussi un acteur de la prévention, de l'accompagnement, et particulièrement là aussi peut-être dans le cadre des pathologies chroniques. On a bien vu qu'il y avait trop de diabétiques à l'hôpital et je partage évidemment ce résultat-là. Donc là aussi, c'est comment on arrive à faire travailler tous les gens ensemble et certainement que derrière, on va avoir une transformation du modèle économique, mais c'est une autre question, mais là aussi, il faudra aussi peut-être avoir une volonté de transformation. Donc, en conclusion, soyez persuadés que les associations d'usagers de la santé, que ce soit au niveau territorial, que ce soit au niveau national, nous voulons être des véritables acteurs porteurs de propositions pour progresser vers ce basculement d'un système de soins à un véritable système de santé. Merci beaucoup, merci pour cette, quelque part dans tes paroles, il y a un plaidoyer citoyen que je reconnais bien. Je crois que les politiques, les responsables politiques écoutent un peu l'URPS, un peu l'ARS, un peu les établissements publics de santé, mais beaucoup les associations de patients et d'usagers. Je pense que ça fait partie de votre rôle que d'être au contact des citoyens et c'est une bonne chose. Pour juste un petit mot sur les établissements publics de santé, les hôpitaux, les EHPAD, les établissements du médico-social. C'est vrai que lorsqu'on réfléchit, et c'est la commission prévention réfléchissait un tout petit peu sur le rôle que pouvaient jouer ces établissements dans la prévention, on s'aperçoit que l'état des lieux, c'est qu'il y a une réalité d'action de prévention au sein des établissements publics de santé. Je crois que c'est indéniable, on va en parler dans quelques minutes, je laisserai la parole à Katia Barraud pour vous parler de l'enquête que nous avons réalisée au sein des hôpitaux et des établissements médico-sociaux du territoire. Mais je pense que c'est une vraie réalité. Il y a des actions de prévention qui sont réalisées. C'est une prévention qui est une prévention
disons, majoritairement, malgré tout, secondaire ou tertiaire. Il y a peu de prévention primaire de fait. Et on peut pas, je crois qu'on ne peut pas le reprocher, même si ce n'est pas exclusif. Il peut y avoir des vaccinations, il y a des centres de vaccination qui existent dans les hôpitaux, c'est pas exclusif, mais c'est quand même une prévention qui est assortie à une participation à un parcours de soins, ou à des parcours de soins, hein, ou intégrée dans des parcours de soins. Je pense au diabète en particulier, je pense à toutes les maladies vasculaires, je pense à l'addiction, etc. etc. Donc il y a une participation réelle, mais une participation qui est située dans un champ particulier de ces parcours. Ensuite, si on regarde l'organisation au sein des établissements, c'est une organisation par discipline essentiellement. Et chacun développe avec son élan, ses compétences au sein de sa discipline des éléments de prévention. Autre point, les établissements publics de santé, ils s'inscrivent pas nécessairement, et c'est compliqué pour eux de s'inscrire dans un parcours de fond. La prévention, c'est une action d'une vie. Ce sont des interventions peu plus ou moins fréquentes selon la nécessité, mais qui s'inscrivent dans une perspective au long terme. Et c'est compliqué pour les établissements publics de santé de s'inscrire seuls, en tout cas dans cette perspective-là. Et je pense que il faut considérer cet aspect. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a remarqué, et ça, moi j'en témoigne aussi, la prévention dans les établissements publics de santé, elle n'est pas trop valorisée. Elle n'est pas trop valorisée. On ne fait pas vraiment carrière sur la prévention. Certains le font, mais c'est quand même c'est pas trop valorisé. À part les gros établissements qui ont un pôle de santé publique et qui ont des chaires de santé publique, c'est quelque chose qui est pas en pointe dans l'intérêt des gens. Et enfin, dernier élément que je dirais avant de laisser la parole à Katia, c'est que les acteurs de la prévention sont multiples. Et ça, c'est une réalité à laquelle il nous faut adhérer. Les médecins pensent, j'en suis un, que c'est eux, la prévention. Probablement. En fait, je pense que la prévention, c'est quelque chose qui est... Les métiers de la prévention, on aura une intervention cet après-midi là-dessus, je pense qu'ils sont multiples et je pense que c'est plutôt optimiste ce que je dis, c'est-à-dire que je pense que au sein d'un établissement, les personnes capables de s'occuper de prévention sont plus nombreuses qu'on ne le croit et sont plus motivées aussi qu'on ne le croit.